Salut à tous, épisode 7 avec la Trek Segafredo de Vincenzo Nibali qui s'illustrera dans cet épisode, au moins on le verra alors que c'est vrai qu'on l'avait pas beaucoup vu. Et ouais, on est en direction du Giro bien sûr, je vais tout jouer jusqu'avant le Giro dans cet épisode-là. Ça fait pas mal de choses, c'est pour ça qu'il est un petit peu long. Si on fait un bref retour sur ce qui a précédé, Stuyven aura été l'homme majeur de ce début de saison, puisqu'il est en tête du classement mondial à ce stade-là, même si j'avais pour autant tenté quand même ma chance avec Pedersen sur Milan-San Remo. On a vu que ça avait pas marché, c'est Van Der Poel qui l'avait emporté. On avait eu le bonheur déjà de tâter un peu de Vincenzo Nibali sur les Strade Bianche qu'il avait remporté au terme d'une course plutôt sympa. Et ensuite, ça avait été l'heure des courses par étapes. On avait eu Richie Porte en tout début d'année, souvenez-vous, et puis Mollema un peu plus récemment sur le Pays Basque, mais sinon, ça avait été une grosse domination, entre autres, de Ineos Grenadier. Et après, voilà, on arrive au moment où Stuyven a vraiment libéré toute sa puissance, parce qu'après Gand-Wevelgem et le GPE 3, ça a été un Tour des Flandres, remporté par le Belge, et dans la foulée, on est même allé chercher, mais ça c'était à l'épisode précédent, Paris-Roubaix, c'est tout, me direz-vous. Peut-être pas du tout, peut-être qu'il y en a encore eu d'autres, à commencer par cette Amstel, sur laquelle personne n'aura été capable d'aller reprendre Jasper Stuyven, même pas Mathieu Van Der Poel et son finish incroyable, c'est vrai qu'il finit quand même pas loin, Van Der Poel, mais voilà. Donc début de saison incroyable, vraiment pour Stuyven, c'est ça qui a marqué le début de partie. Il va falloir le prolonger, il est un des rares coureurs en fin de contrat dans cette carrière. En première année, les autres ont des contrats un peu plus longs. Stuyven, à 28 ans, a encore le temps de ramasser quelques victoires significatives. Ça a déjà été fait, mais je pense que ça vaudra le coup de le prolonger. À voir. Donc, ensuite, par rapport à ce qu'il va demander, évidemment, il devrait demander pas mal d'argent. On va s'occuper, je vous l'ai dit, de tout ce qui est avant le Giro, pour lequel j'utiliserai un variant 2012 dans cet épisode-là, et on va commencer en beauté par une flèche wallonne. Voilà, la flèche wallonne, course excitante s'il en est. On sait que sur la flèche wallonne, il y a un homme qui est un petit peu plus fort que tous les autres. C'est important cette baisse d'énergie, on va en reparler juste après pour Vincenzo Nibali. J'en reparlerai, il y avait quelque chose à remarquer ici, voilà, j'en retoucherai un mot juste après. Flèche wallonne, donc qui est capable d'aller embêter Julien Alaphilippe sur le mur de 8? On a vu qu'Alaphilippe dans cette partie peut-être plus performant. Normal, elle est sur WorldDB, celle-là. Il a de meilleures notes sur la WorldDB que il ne peut en avoir sur la DB par défaut du jeu. Donc ça se retrouve, on l'a senti déjà plus dangereux, même si sur l'Amstel c'était un peu un fiasco, mais je l'ai vu quand même présent à droite à gauche. Tout va se jouer évidemment dans le final. Moi j'ai envoyé Tom Skuins à l'avant, puisque évidemment Skuins c'est vous savez, ce coureur très très costaud, assez polyvalent, mauvais nulle part, capable de partir souvent en échappée, il a du panache. L'échappée, on sait sur la flèche wallonne, elle a presque zéro chance d'aboutir, mais pour autant, je me suis dit, tiens, il y a quelques coureurs pas inintéressants dans l'échappée. Est-ce que Skuins pourrait pas profiter de tout ça avec une belle forme du jour pour aller nous claquer une petite surprise, ou alors pour servir de relais, bien sûr. Et puis, au final, si on veut jouer un rôle sur cette flèche wallonne, pour moi, il y a plein de facteurs qui doivent être réunis quand on n'a pas le meilleur coureur, ou ni même l'un des meilleurs, parce que si j'avais Sharman, ou bien, je ne sais pas, même Wellens, ou bien, vous voyez, des prétendants sur Pro Cycling Manager qui peuvent bousculer Hirschi, Pogacar, qui peuvent bousculer Alaphilippe, à la limite, j'aurais pu me dire non, mais tu vas essayer de prendre Alaphilippe sur le final. Là, c'est pas vraiment mon approche, parce que j'ai Nibali que je vais, entre guillemets, sacrifier pour Bauke Mollema, puisque Mollema a une très belle forme du jour, il faut essayer d'en profiter ce jour-là. Et du coup, je vais essayer à un moment donné de muscler la course en me disant, voilà, si tu élimines certains équipiers qui d'habitude empêchent ensuite de sortir dans le final et roulent sur toi lorsque tu tentes quelque chose,
on va dire dans les 2 derniers tours, hein, puisque ça se termine sur un circuit, la Flèche Wallonne, ben, si tu élimines ces équipiers par le biais d'une course un petit peu plus intense, et non pas en menant, parce que je n'ai pas les moyens, en fait, de par mes équipiers, je n'ai pas les moyens d'éliminer les équipiers adverses. Par contre, ce dont j'ai les moyens, c'est de planter quelques attaques qui peuvent coûter en barres, en termes de barres, d'énergie, aux équipiers adverses. Donc c'est un peu ça que je me suis dit. Il faut plusieurs facteurs. Il faut arriver à éliminer un paquet d'équipiers. Il faut provoquer le travail d'Alaphilippe dans un secteur important où il puisse se consommer, où ensuite il puisse payer quelque part le trop-plein d'énergie dépensée. Il y a plein de conditions. Il faut qu'il y ait un alignement des planètes, et pour provoquer déjà cette minuscule chance, je me suis lancé dans un mot trop difficile, il faut vraiment essayer de s'employer. C'est assez tactique, et c'est pas sûr surtout d'aboutir. Hein. Donc là, vous voyez par exemple que Schkarins a accompagné quelques cadors. Tiens, voilà, Philippe qui relance. En plus, le bougre, il a lu dans nos pensées. il a deviné qu'on voulait lui préparer un mauvais tour. Du coup, il s'est dit non, mais moi je m'en fiche. Hein. Je pars et j'ai besoin de personne. Donc là, Philippe, très très fort, qui part bien avant le mur de 8. Alors, derrière, après, moi j'ai moyen de rouler. On pourrait presque parler d'attaque suicidaire. Hein. On avait sur PCM 19, je me souviens, sur les dernières fois que je vous avais proposé à Flèche Wallonne, à l'époque, avant le changement de jeu, on avait constaté que parfois, et même souvent, Alaphilippe se brûlait les ailes en partant d'un peu trop loin sur la Flèche Wallonne. Mais je trouve que ça a été corrigé. Parce que regardez, voyez, ici, il va être capable de temporiser, mais surtout, au moment où Nibali va essayer d'emmener Mollema, en fait, Alaphilippe est largement en canne pour suivre ici cette attaque de Mollema juste avant le sommet. Et donc, hop là, on plonge. Il y a une descente ici, puis après, on va se la mesurer sur le mur de 8. Et pas évident, parce qu'en fait, Alaphilippe, il a largement pris la route de Mollema. Donc, mon intérêt n'est pas de l'emmener, donc je vais un petit peu calmer les efforts de Mollema. Van der Poel est présent, Marc Hirschi est présent également, Yates, Adam, qu'on a déjà vu à son avantage dans d'autres carrières sur la Flèche Wallonne. Donc, c'est parti. La roue d'Alaphilippe pour Bok Mollema. On est un petit peu enfermé. C'est vrai que ça fait mal, hein. Un petit enfermement à la corde. Et puis là, j'ai tenté ma chance. Impossible. Sur l'accélération finale, sur la relance presque, jusqu'à la ligne d'arrivée, Alaphilippe est imprenable. On doit se contenter d'une deuxième place ici, après avoir fait ce qu'on pouvait. Encore une fois, avec d'autres coureurs, même avec Van der Poel ou avec Fuglsang, je l'ai déjà battu, mais là, avec Mollema, c'était un petit peu juste. Donc, j'ai pas grand-chose à me reprocher quelque part, parce que il a été difficile de sortir, puisqu'Alaphilippe a choisi de le faire. C'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Ensuite, petite interlude avant Liège-Bastogne-Liège avec le Tour des Alpes. Ouais, parce que c'est aussi l'occasion de vous montrer quelques-uns des coureurs qui feront partie de la liste sur le Giro, pour par exemple le cas de Moschetti, Ciccone, qu'on n'a pas encore énormément vu, mais aussi Kenny Elissonde, mais aussi Julien Bernard, voilà des types que je vais emmener. Conchi viendra aussi avec nous sur le Giro. Donc j'emmène une équipe qui n'est pas non plus Moschetti, hein. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, il sera notre sprinter sur le Giro également. Bon alors Moschetti, le pauvre, il passe un sale quart d'heure au Tour des Alpes parce qu'il n'y a rien pour lui. Donc il est vraiment là pour faire des bornes et accumuler, pour ce qui est du jeu, accumuler les points de préparation, 3 par jour. Donc voilà, c'est toujours mieux que l'entraînement sans course. Mais le pauvre Moschetti n'est vraiment pas invité ici. Mosca, tiens, il est intéressant ce petit coureur, je ne sais pas si vous l'avez un peu observé sur le Giro, Jacopo Mosca. IRL, un coureur plutôt intéressant. Puis voilà, évidemment, nous, on a Richie Porte, on a Giulio Ciccone, et je vais tenter comme ça dans la roue de Carapace de caler Porte et de faire partir Ciccone, mais au final, Ciccone aura manqué un petit peu de jambes. Carapace s'impose face à Richie Porte. Donc, ouais, peut-être que ce sera Porte, en fait, le leader pour nous
sur ce Tour des Alpes. Je le joue aussi, non seulement parce que c'est une course de préparation qui est assez intéressante, elle est en plus sur des profils qui sont toujours assez accidentés, voire montagneux, donc plutôt intéressant aussi. Il se passe pas mal de choses. Ou pas, enfin, on va l'évaluer ça, on va l'évaluer par la suite, mais aussi parce que voilà, c'est l'occasion de voir d'autres types. Je pense pas vous avoir beaucoup montré Richie Porte dans cette saison pour le moment. Le team Ineos, par contre, est très très présent sur ce Tour des Alpes, puisque Froome roule pas mal pour le compte de Carapace, mais aussi Geraint Thomas fait le boulot, et donc à l'étape 2, qui elle est peut-être l'arrivée la moins, comment dirais-je, au sommet du genre. Alors on se fait doubler sur la ligne par le puncher Guerrero de l'AIF1. Mais ouais, c'était une étape pour le coup un petit peu intermédiaire, sur laquelle j'aurais bien aimé grappiller des bonifs, mais ça n'aurait pas été possible du tout. Tiens, on va voir ce que Ineos va nous proposer sur l'étape suivante, sur l'étape 3. Donc toujours, de ma part, je commence à sentir en fait une certaine supériorité d'Ineos, sans blague. Avec les mecs qu'on a cités, c'est pas étonnant. Mais pour autant, je me dis, allez, il faut essayer peut-être de provoquer les choses. Et bon, on n'est pas non plus servi par des formes du jour phénoménales, mais ça c'est normal, on est un peu hors pic de forme, on est dans des périodes intermédiaires où ça se trouve l'IA, elle aussi, n'a pas non plus des pics de forme exceptionnels, donc il n'y a pas lieu de pleurnicher. Non, il faut essayer de voir si on pourrait pas déstabiliser l'édifice Ineos. Ça passerait éventuellement par lâcher Froome et Thomas pour voir si Carapace peut se débrouiller solo ou des trucs du style. Et puis en fait, euh, je vais faire trop d'efforts en fait sur cette étape 5, cette énorme ascension là qu'on a eue. Je vais faire trop d'efforts, ce qui fait qu'en fait je vais me faire contrer. Je vais me faire contrer, ce qui fait qu'après, on a on a un petit gap à combler par rapport au tout meilleur. Voilà. On voit Froome par exemple qui ici mène le peloton maillot de leader, le peloton Carapace, on va l'appeler. Et bon, évidemment on est rentré, mais je me pose vraiment la question à ce stade-là. Voilà, ouais. Comment est-ce que tu vas faire pour essayer de déstabiliser Carapace? Puis si ça se trouve, la réponse c'est tout simplement qu'il n'y a pas de solution, parce qu'il peut aussi ne pas y en avoir. On n'est pas obligé de toujours trouver un moyen de s'imposer ou d'aller contre la logique du jeu. T'as 81 en montagne, t'es supérieur à un type qui a 78 en montagne, point barre. Et c'est comme ça, il faut l'admettre. Allez, si Carapace qui s'impose, ça commence à se confirmer. On est bel et bien en dessous de Carapace sur ce Tour des Alpes. Donc voilà, c'était un nouvel aperçu de notre incapacité, je dirais, à aller faire quoi que ce soit. Étape 4, ensuite celle-ci, toujours pareil, elle est suffisamment accidentée pour que Moschetti ne soit pas réellement en mesure de jouer le moindre rôle. En revanche, je me suis dit, tiens, allez, essaye, puisque c'est ça, tu fais rouler Mosca et Moschetti, tu les fais rouler, et puis à un moment donné, dans un deuxième temps, Julien Bernard est sans protection sur Ciccone, qui a un petit peu de retard, donc peut-être au général, est-ce qu'on peut pas tenter avec Ciccone de partir, de semer un petit peu le trouble dans cette course? C'est là qu'il y a des petits idiots utiles de certaines équipes qui viennent comme ça nous reprendre, alors qu'il aurait été tellement bon de laisser faire le boulot au team Ineos. Et on est tôt dans l'étape. Là, on provoque déjà une sacrée réduction du groupe maillot de leader, maillot rouge en l'occurrence. Bon, que dire franchement là-dessus, je sais pas trop. Je sais pas trop. J'ai essayé comme ça donc de faire exploser, mais après on sait très bien qu'avec le fait de ne plus pouvoir rajouter de l'intensité, ça revient de l'arrière, fatalement. Du coup, il faut re-éliminer des équipiers. On a en plus des gens qui viennent essayer de s'échapper pour prendre des points aux grimpeurs. Vous voyez, je retente avec Ciccone une fois qu'il s'est un peu refait la barre. Du coup, on en revient de nouveau à une vingtaine de coureurs dans le groupe Carapace. Est-ce que pour autant, il y a une différence de fait? Non, parce que derrière, Froome a roulé tenté plus. Et cette fois-ci, c'était pas Thomas, c'était Froome. Donc un peu trop difficile. À partir du moment où on a Christopher Froome au niveau qui
devrait être le sien, et Thomas également, au service d'un carapace vraiment bien présent. Bon, bah, acceptons un petit peu les choses. Je me souviens avoir déjà joué cette étape-là et avoir réussi avec un non favori, je dirais, hein, à m'échapper sur la fin et à gagner cette étape-là. En l'occurrence, ici, ça n'aura pas été réellement possible parce que même sur les toutes dernières difficultés, il y aura une vigilance extrême de la part, bah, notamment d'Ineos, hein, puisque quand je cherche juste à en placer une avec Porte, on a évidemment toute la clique dans les chaussettes. Voilà, on avance un petit peu. Qui va l'emporter cette fois-ci? C'est Visconti. Voilà, l'ancien Visconti, ancien notamment de Koenig, de Quickstep en l'occurrence. Voilà, bah, le puncher vétéran italien qui vient chercher son étape, Porte toujours placé au général. Alors, sûr que pour ce qui est de l'objectif du sponsor, on n'aura pas de problème hein, sur ce Tour des Alpes. Le top 3, je crois, ou top 5 qui est demandé ne posera aucun souci. Par contre, bah, est-ce qu'on arrivera vraiment à faire mieux que deuxième? Vous avez bien compris l'issue. C'est intéressant, c'est des situations sur lesquelles on n'a pas une grosse marge finalement hein, pour performer au-delà d'une certaine limite. On peut retrouver ça aussi sur certaines épreuves comme ça d'une semaine, hein, que ce soit des tours du Pays Basque, suivant les parties, tour du Pays Basque, tour de Catalogne, surtout aussi du Tirreno Adriatico, où on va avoir finalement une équipe qui est bien trop forte pour nous. On est dans des périodes un peu creuses par rapport à l'élaboration des pics de forme et de ce fait, bah, on peut pas aller au-delà parce que sur un grand tour qui dure plus longtemps avec la planification aussi qui a été faite et donc pas mal de petits aspects qui font qu'on va avoir notre moment à jouer avec des étapes aussi plus longues parfois, des étapes peut-être plus pour puncher sur lesquelles on peut faire des différences. Bah, ça m'amène à penser que c'est presque plus facile par moment d'aller arracher et faire basculer un grand tour que certains tours comme ceci de courte durée avec 5, 6, 7, 8 étapes Dauphiné. Peut-être plus difficile en fait par moment que de faire basculer un grand tour sur lequel sur la durée, hein, vous m'avez compris, hein, sur la durée il y a quand même souvent moyen de faire quelque chose. Voilà, donc on prend date pour le Giro, on verra qui est leader chez Ineos sur le Giro, je le sais déjà, mais je dis rien. On garde un peu de suspense. Voilà, ça nous déterminera ce qui est possible ou pas. Petit retour, pourquoi par rapport à la préparation de Nibali, à sa planification annuelle? Bah parce qu'en fait, on s'apprête à aborder les Liège-Bastogne-Liège, et je voulais juste rappeler quel avait été mon calcul. C'était tout simplement avoir le matin de Liège le pic avec Nibali. Donc en faisant ça, c'est évidemment un sacrifice de pic pour le Giro. C'est-à-dire qu'on aura moins de pics de forme pour le Giro, évidemment, avec Nibali. Je l'ai décalé, j'ai, on va dire, retardé le pic au maximum. Le premier pic, hein, puisque Nibali n'a pas encore eu de pic de forme hein, sur cette année. Et en fait, bah, on verra si c'est un bon calcul ou pas. Hein. Ce seront les résultats qui diront si c'était bien ou si c'était pas bien. En tout cas, avec Higuita, je suis en train de valider. Hein. C'est ce montage-là. Je fais le même montage avec Movistar et Higuita, et ça marchait très très bien, puisque Higuita cherchait le Giro et s'apprête au bout d'une dizaine d'étapes, mais ça passe tout à fait à avoir son pic du côté du Tour de France, donc lui permettre de jouer un rôle au final. Ouais, mais là, ça va se passer un petit peu différemment. Vous aviez vu, je vous avais parlé de la baisse d'énergie à un moment donné de Nibali. Qu'est-ce qui va se passer avec Vincenzo? Ben, un truc tout bête, mais voilà, ben, qui fait partie aussi du jeu. C'est que on va rater notre pic à pas grand chose près. On va la voir, vous voyez ici, on est à 99,4. Ce qui veut dire qu'en fait, la petite baisse d'énergie ou le rhume là pendant 2-3 jours, 3-4 jours,
auront été, bon, ça aura été l'élément qui aura fait qu'on aura raté le pic à pas grand chose près, et donc on se retrouve avec du coup pas le pic de forme, du coup on a une forme du jour qui est pas mauvaise, hein, puisque le petit plus 2 ou plus un là, est pas scandaleux, quoi, mais c'est largement insuffisant pour pouvoir espérer dominer cette course. Hein. Et puis en plus, il va y avoir un début de course assez nerveux, assez incroyablement, l'échappée a été refusée par le peloton. C'est pour ça que vous voyez des coureurs qui sont lâchés, pour ça qu'on voit aussi quelques équipiers qui habituellement, au moment de Mont-le-Soie, là, c'est-à-dire le début des hostilités, on va y arriver bientôt, sont tous présents. En fait, normalement, on a tous nos coureurs, on a nos 7 coureurs à ce stade-là. Bah là, ça va pas être le cas. J'ai déjà quelqu'un qui a été lâché. Config de course différente, c'est-à-dire qu'en gros, on est sur un scénario où ça a été plus difficile, plus de coureurs éliminés plus rapidement. Vous voyez ici, par exemple, le mur de Stocke qui est abordé avec, déjà, je trouve un contingent de coureurs. Faut pas se fier ici là au nombre que vous voyez dans le peloton. Voilà, faut plutôt regarder ce qui vient d'apparaître, c'est-à-dire environ une trentaine de coureurs. On est loin de l'arrivée, hein, pour dire qu'il n'y a que une trentaine d'hommes dans le groupe qui peut prétendre déjà à ce stade à la victoire. Et du coup, je tente déjà avec Nibali de partir de très très loin, sait-on jamais. Alors, ça me fait doucement rigoler de voir Pascal Ackermann qui résiste et qui fait encore partie de ceux qui roulent sur Nibali. Bon, on va refermer tout de suite. Col du Rosier en approche. Donc ma petite tentative avec Nibali a été vite avortée. C'est pas bien grave. On a le temps de refaire de la barre. Quelque part, je préfère encore perdre de la barre euh, longtemps à l'avance par rapport au moment où ça va se jouer. Parce qu'il a le temps d'en récupérer par sa note en descente notamment. Il a le temps de récupérer de la barre. Vous voyez, il y a plein de lâchés. Hein, c'est la folie. Il y a plein de gens qui auraient pu être encore dans le groupe. Formolo, regardez-moi ça. Et qui n'y sont évidemment pas au moment où voilà, les tout meilleurs sont déjà dans le col du Rosier. Il y a une intensification aussi proposée, c'était Bob Jungels, hein, qui avait musclé un peu. Allez hop, Moric qui se fait lâcher. On n'a plus que même pas 20 coureurs dans le groupe de tête. C'est un truc de fou. On vient de terminer seulement le col du Rosier. On n'est pas encore au Maquisard là. Hein. Et moi j'en ai 3, donc quelque part ça va, on est encore armé. Mollema sera, contrairement à la flèche wallonne, Mollema sera l'équipier de Nibali dès lors qu'il s'agira de provoquer, par exemple, comme ceci. Parce que je me dis que si Mollema s'en va, eh ben, ça peut faire travailler d'autres adversaires, donc ça peut être assez positif pour Nibali, qui est encore un petit peu protégé par Tom Skujns. Voilà, mais bon, derrière, regardez, ça roule pas mal. Hein. Ça roule vraiment bien. Alaphilippe, en plus, prend le boulot à son contre. Allez, il en profite pour contrer ici. Contrer derrière le maquisard, c'est lui qui a contré. Du coup, on va le laisser un petit peu se consommer. Moi, je me suis pris une mini cassure avec Nibali, mais ça devrait arriver à rentrer. Ne roulons pas, hein, surtout. Voilà, on va laisser Wellens, on va laisser Sharman, on va laisser comme ça quelques coureurs faire le boulot. Moi, je vais rentrer ici en effort curseur avec Nibali, mais c'est quand même dommage. Petite perte d'énergie à ce moment-là. Ouais, mais c'est toujours la même histoire. Si tu fais pas stop avec le temps et que tu restes en x1, sur toutes ces périodes-là, tu peux à des moments ne pas pouvoir gérer deux choses en même temps. Bon, voilà. No comment. On laisse donc Alaphilippe être poursuivi par l'essentiel des autres favoris. Et on aborde la côte de la Redoute. Côte de la Redoute dans laquelle j'avais vaguement pensé tenter une attaque, mais là c'est totalement impossible, ça ne servirait strictement à rien. En plus ça roule assez fort, puisque tout le monde cherche à rentrer sur Alaphilippe. Alaphilippe qui, regardez, va, et ça c'est intelligent de la part du jeu, va se laisser reprendre, voilà, ça y est, c'est fait. Il va se laisser reprendre. J'ai remarqué, il le fait hein, sur PCM 2020, il le fait encore mieux que sur les autres versions du jeu. Donc, quand quelque chose ne va pas, on le signale, mais quand quelque chose est bien fichu, on peut aussi le signaler. Hein. Alaphilippe ne va pas insister sur une situation pareille. Il va plutôt, voilà,
prendre le temps de récupérer, laisser Van Der Poel et Sharman partir devant, ce qui m'oblige moins quand même à participer à la poursuite parce que je me méfie grandement de l'issue que pourrait avoir une échappée à deux entre Sharman et Van Der Poel avec les gros moteurs là. Voilà, je n'ai pas confiance, même si Valverde, Hirschi, Romain Bardet, voilà, sont là, roulent. Nous, on reste au contact. On essaie de rester en fin de groupe pour ne pas se cramer. Mais Van Der Poel, Sharman, ça garde de l'avance. Hein. Grosse avance. Donc, il ne nous reste pas grand-chose maintenant. Il va falloir essayer de voir si on peut rentrer dans la côte des Forges, celle qui est juste maintenant après ce replat, légèrement en faux plat descendant. Ouais, j'ai l'impression d'en faire trop. Impression que par moment j'en ai trop fait et j'ai un petit peu gaspillé de la barre. En même temps, c'est une course très nerveuse. En même temps, des fois, on peut pas toujours faire les bons paris sur qui doit rouler, qui doit pas rouler, qui va nous aider, qui ne va pas nous aider. Allez, voilà. Là, c'est à la Philippe. Non, c'est pas vrai. C'est pas de la gestion. Allez, c'est de la défaillance pour Van Der Poel et Alejandro et Sharman, excusez-moi. Donc ils étaient en défaillance sur la fin de cette côte des Forges. Derrière, évidemment, ça a profité pour contrer, avec notamment Hirschi, Alaphilippe et Gaudu à l'intérieur, notamment avec aussi l'impulsion de Valverde. Non, mais après, là, ce qu'il faut, c'est attendre, parce qu'on sait que ça peut rentrer, parce qu'on est légèrement en descente, donc l'IA récupère de la barre, donc elle fait rouler. À un moment donné, c'est quand même un peu comme ça que ça se passe. Hein. Il n'y a que dans les secteurs où il n'y a pas de récupération de barre possible que vous êtes certain que l'IA va pas vous poursuivre. Là, en l'occurrence, elle a bien fait le boulot. Allez, on est au pied de la roche au faucon. Et c'est là qu'il va falloir être très très vigilant. Alaphilippe qui relance, décidément. Décidément, il est injouable sur ce Liège-Bastogne-Liège. Ça, cette fois-ci, c'est Nibali qui va le chercher. Hein. Voilà. Il me reste plus grand-chose, mais je suis allé chercher Julien Alaphilippe. Attention, David Gaudu a l'air d'être en pleine bourre. Marc Hirschi juste derrière. C'est plus difficile pour Sharman et Bardet. Pour Mollema, le rôle a été joué. Hein. Je crois que là, c'est terminé. Ça pourrait se jouer entre ces quatre-là, donc Gaudu, Hirschi, Nibali et Julien Alaphilippe, qui a encore une fois l'intelligence ici de ne pas y aller, il ne se consomme pas. Donc, le trou est fait, hein, vous avez vu, 30, enfin voilà, c'est terminé. Terminé, ça va se jouer entre ces quatre-là. Et là, le problème, c'est qu'il me reste plus rien. Je n'ai plus aucune barre, je peux rien placer comme accélération. J'ai pas de barre jaune, enfin voilà, je peux même pas lancer, on ne peut même pas attaquer en fait. Hein. Et les forts curseurs ne suffiraient pas, ils nous videraient. Donc tout l'espoir maintenant réside dans le fait d'accrocher la bonne roue, de récupérer suffisamment de barres dans la descente, parce que de toute façon le trou, hein, je viens de le dire, le trou est fait, c'est pas Quintana qui va rentrer ici sur les 4 hommes de tête, donc c'est fini, il roule seul. Certains ont la cinématique de la défaillance ou pas loin, donc je me dis allez, c'est faisable. Mais ça va se gérer au sprint. On est loin d'être favori au sprint avec ces trois-là, c'est un peu la folie. Donc Gaudu et son punch légendaire sur Prospecting Manager. Hirschi, je vous fais pas un dessin, et Alaphilippe, c'est le monstre absolu. Donc allez, on va tenter l'histoire, essayer de voir si on peut pas profiter de quelqu'un qui aurait fait une erreur. On arrive au kilomètre. Je vais lancer parce que si on laisse Alaphilippe, il va prendre 10 vélos d'avance et il y aura quand même rien à faire. Voilà. Donc, deuxième place pour Vincenzo Nibali. Je suis pas sûr que ça a été géré de manière optimale, mais en même temps, c'est très difficile de gagner avec Nibali à plus 2 sur Liège face à ces mutants-là. Donc, je partageais entre les deux sentiments. Mais je trouve que c'était quand même un joli Liège-Bastogne-Liège. Alaphilippe, après la flèche, s'impose aussi là-dessus. Waouh. Il aura donc bien réussi ses Ardennaises et confirme aussi le fait que sur World DB, Alaphilippe, c'est meilleur que sur DB par défaut. En tout cas, ça, ce sont mes expériences.
qui me font dire ça. Je vous propose pour terminer le Tour de Romandie, enfin pour terminer, il y aura un tout petit truc aussi. Tour de Romandie pour Vincenzo Nibali et ses acolytes. Ah oui, parce que tant qu'à faire, puisque le pic de forme est déclenché, là je ne gâche rien en fait en alignant Nibali sur le Tour de Romandie. Donc si ça peut nous faire aller chercher comme ça un petit résultat, puis aussi se préchauffer en vue du Giro, ça peut être sympathique. Ça commence par un tout petit prologue ici, voilà, qui donnera l'occasion. On aperçoit Kruijswijk, Bourgman, Evenepoel qui sont devant Vincenzo Nibali, donc ça veut dire qu'on a fait plutôt un bon chrono. Et du côté de l'adversité, on va observer. Finalement, on ne sait pas trop si les mecs qui sont présents seront aussi les leaders sur le Giro qui suit. Il n'y a pas la même cohérence en fait dans le jeu que ce qu'on pourrait éventuellement voir parfois dans la réalité en Romandie. Vous avez vu ce profil, il est amusant. On est sur une partie du championnat du monde Aigle Martini qui aurait dû avoir lieu fin septembre 2020 et qui finalement a été remplacé au pied levé par ce circuit autour d'Imola. Finalement était aussi un très très beau spectacle. On va pas, les Français vont, alors on va pas s'en plaindre avec le champion du monde pour Alaphilippe. Mais en l'occurrence, cette étape, ouais, c'est exactement une petite réduction en fait du championnat du monde. C'est un demi-championnat du monde, on va dire, qui était initialement prévu en Suisse en 2020. Et du coup, c'est vrai qu'il y a cette descente. Je me dis qu'il faut sortir vraiment à la toute fin avec Nibali. Mais de toute façon, il y a même encore un replat derrière la descente. Mais donc, il y a peut-être quelque chose à faire, mais sans non plus se braquer et se filer une obligation de gagner là. C'est pas du tout obligatoire. Je pense que ce circuit-là, il est pour un grimpeur puncher. Voilà, s'il fallait le définir. Alors, c'est évidemment, s'il n'y a pas de grimpeur puncher meilleur que les meilleurs grimpeurs, c'est un Lopez par exemple qu'on avait vu dans une partie qui s'était imposé là. J'ai réussi aussi à gagner une fois avec Mas, mais sans cela, c'est plutôt pour un grimpeur puncher, puisque derrière, tu as regroupement fatalement après la descente, ça sent fort le regroupement. Ici, c'est Conrad qui cherche à me la faire à l'envers. On va le laisser partir alors, puisque c'est ça. On va laisser partir parce que je suis sûr qu'il y a la meute derrière qui va s'occuper de faire le boulot pour reprendre la tentative d'échapper. Et puis, du coup, tout ce qui me reste là, c'est plutôt de jouer avec de l'effort curseur pour Ciccone, pour emmener Nibali, qui n'est pas un sprinter particulièrement fort, mais qui, sur, je dirais, la conservation d'énergie, tout bêtement, peut comme ça aller chercher l'étape. Ça va être chose faite devant un joli gratin, n'est-ce pas? Donc, victoire pour Nibali devant Bernal, devant Evenepoel, Hirschi, enfin c'est assez joli. Il y a du monde sur le Tour de Romandie là. On n'est pas s'il y a tout ce monde là sur le Giro, mais je peux spoiler juste un peu, il y aura pas tout ce monde là sur le Giro. J'ai un tout petit peu, j'ai juste regardé quelle était la start list en fait, puisque avant de lancer l'étape 1, on a les favoris, vous savez, sur l'écran là, etc. On a même les participants. Tout ce petit monde-là ne sera pas présent sur le Giro. On aura, à mon avis, on aura Carapaz comme leader d'Ineos et pas par exemple Egan Bernal. Voilà. Donc Egan Bernal, ce sera la petite la petite sucrerie. On aura la chance de l'affronter, mais plutôt sur le Tour de France, ce qui ne gâche rien. D'avoir comme ça les tout meilleurs sur la course la plus difficile de l'année. Mais le Giro devrait pour autant être assez sympa, avec de l'adversité, je vous le garantis. Je me souviens plus chez Jumbo Visma qui est-ce qui va être le leader. Est-ce que c'est à tout hasard, est-ce que c'est Kruijswijk pour rester entre guillemets fidèle à ce qui aurait dû être dans la réalité, même si on sait que la Jumbo Visma a été rapidement contrainte de quitter la course. Toutefois,
voilà, sur cette étape, j'ai essayé de partir avec Vincenzo et Marc Hirschi a pris la roue là très très opportunément et ils sont deux comme ça dans ce final. Mais est-ce que ça va tenir ou est-ce que derrière les poursuivants vont rouler? Regardez, Barguil, Evenepoel, Cresswell, ça roule beaucoup trop. Même Bernal s'y met ensuite. Donc c'est pas la peine. On a Emmanuel Buchmann aussi qui est présent. Tadej Pogacar qui est un des tout meilleurs, en tout cas, notamment pour ce type d'arrivée là, puisqu'il dispose d'un punch très appréciable. Je vais tenter mon coup encore, comme d'habitude avec Ciccone. Est-ce que ça va suffire? Pas du tout. Allez, on va se faire prendre. Ici, c'est Hirschi qui va s'imposer. Nibali va quand même faire 3. Ce qui est bien, puisque ça conforte le maillot de leader. Et ça nous permet de prendre une petite bonification. Mais on a aussi un petit écart. On a été crédité de 8 secondes. Donc, petite avance pour Vincenzo Nibali. Plutôt sympathique. Tiens, on fait une petite pause avec les dossiers. Je n'ai pas encore donné la direction pour la suite. Voilà, vous voyez, je sélectionne seulement mes gars que je vais prolonger. Pour ce qui est de l'acquisition d'un coureur, c'est pas dit que j'aille sur un gros coureur là, parce que celui que je vise, c'est Pogacar. Il n'est pas en fin de contrat. Nibali est encore en possession de certains moyens. Mollema est encore sous contrat à l'année qui suit. Donc, je vois pas pourquoi je précipiterais les choses avec un contrat attribué à quelqu'un qui ne me satisferait qu'à moitié. On va donc continuer avec nos vieux. La saison qui suit, elle peut être très très douloureuse. Hein. Elle peut être très très difficile s'il y a perte de notes conjuguée de tous les vétérans là. Mais voilà, il faut aussi jouer un peu avec se mettre un peu des contraintes. Hein. Parfois, on peut pas recruter les tout meilleurs dans chaque partie et cette étape, elle est enfin destinée, éventuellement, parce qu'on va voir que ce sera pas forcément le cas, non, ce sera même pas le cas du tout. Elle était pour les sprinters, et je pensais à Moschetti, bien sûr, hein, mais non, non, Pascal Ackermann, bel et bien présent devant Sam Bennett. Il y avait meilleur comme sprinter que Moschetti sur ce coup-là. Allez, on arrive au juge de paix. Le juge de paix, c'est cette étape 5. Si vous la regardez, elle est absolument hallucinante. Il y a un dénivelé total. Écoute, s'il fallait l'exprimer, je suis sûr qu'on serait dans des dénivelés qui seraient comparables à ce qu'on peut parfois voir sur certaines grosses étapes de Giro. En tout cas, c'est l'impression que cela m'en fait à la vue du profil et puis aussi pour l'avoir joué. J'ai l'impression que ça montait, mais tellement souvent. Même en termes voilà, de dénivelé positif, rien que ça. Mais incroyable étape 5. On a une bonne forme, ce qui veut dire que on a peut-être un espoir sur cette étape-là, à condition de se gérer, de ne pas attaquer trop tôt. Il va falloir voir dans quelle mesure est-ce que Bernal, qui est clairement au-dessus du lot, Bernal au niveau des notes, puisqu'il a déjà son 83 là ou son 84 en montagne, dans quelle mesure est-ce que il va se manifester? Est-ce qu'il va attaquer? Est-ce qu'il va attendre la fin? Est-ce qu'on va bénéficier d'alliances volontaires ou pas de la part de l'IA? Est-ce qu'on pourra bénéficier du boulot de certains? C'est tout l'enjeu de ce type d'étape où on n'est a priori pas les meilleurs, mais on peut quand même espérer par une petite conjonction de phénomènes ne pas être ridicule. Allez, Evenepoel, c'était un peu pour prendre les points du classement de la montagne, hein, parce qu'Evenepoel n'est pas très évalué en montagne, mais ouais, ça a évolué depuis, puis après il s'est blessé, etc. C'est comme ça, mais après avec le potentiel, je suis pas inquiet. Il devrait se signaler. Tiens, regardez. Pam, attaque de Bernal. Oui, je complète. Je pense qu'Evenepoel progressera suffisamment pour devenir une référence aussi de la partie. Regardez, après la première étape de Bernal, tac, il en recolle une deuxième. Alors moi, je peux pas. Hein. Je peux pas suivre, hein, parce que si j'y vais comme ça, je vide la barre et après je me fais lâcher. Donc le jeu est assez punitif hein,
si on se consomme trop en lâchant comme ça sur une accélération assez violente, en lâchant la fin de la barre. Donc, du coup, Bernal jouit d'une avance. On n'est pas encore au sommet hors catégorie avant la dernière ascension. Hein. Pour vous dire, il est parti de loin, hein, Bernal. C'est assez sympa qu'il parte d'aussi loin. Après, est-ce qu'on va réussir à le reprendre en y allant mollo ou est-ce que ce sera trop tard et c'est pas possible? On va que Creswake et Quintana ne nous aident pas beaucoup puisque tantôt ils ne roulent pas, tantôt Quintana essaye de nous distancer pour ne pas avoir à rouler pour Nibali. Donc là encore une fois, j'ai envie de dire pas mal joué tactiquement. On voit Uran aussi que Quintana a rejoint. Nibali rentre assez doucement, mais il rentre sûrement sur ces deux hommes-là. Par contre, pour ce qui est de Bernal, c'est un peu plus compliqué, vous voyez. Et on ne l'aperçoit plus. Il a commencé à se construire une petite avance. Gestion de la barre parfaite par l'IA, hein, puisque Bernal n'est absolument pas en défaillance. Il continue sur un rythme qui est suffisant pour creuser. Tiens, Il Diavolo, qu'on aperçoit là. Et on est dans la roue de Uran pour seulement jouer éventuellement une deuxième place. On va pas être deuxième, on va être troisième. Et les écarts sont monstrueux. Ça a éclaté façon puzzle. Et voilà, je crois que la messe est dite. Bernal qui s'impose avec plus d'une minute sur Nibali notamment, ce qui nous fait 56 secondes au général avant un petit contre-la-montre d'une quinzaine de kilomètres. Pas non plus de quoi trembler ni jubiler, puisque on n'arrivera pas à faire basculer le Tour de Romandie sur ça. De toute façon, c'est simple. Nibali n'étant pas nécessairement un très fort rouleur, hein, ni même par rapport à Egan Bernal, l'issue, quel que soit le profil du contre-la-montre, elle est perdante pour nous. Sauf si Bernal craquait complètement. Mais elle est perdante à tous les coups, puisque s'il y avait de forts pourcentages, Bernal s'éclaterait et nous éclaterait la tête. Et puis, si on est sur quelque chose de moins, on va dire de moins difficile au niveau des pourcentages rencontrés, à ce moment-là, on n'a pas forcément la qualité de rouleur pour faire la div. Bref, vous m'avez compris. Il est sympa, hein, ce petit contre-la-montre final, mais il n'est pas non plus voué à nous offrir une différence par rapport à Bernal. Donc ce Tour de Romandie va être remporté par Egan Bernal. Nibali, je fais tout pour lui sauver la deuxième place. Et puis on va se projeter sur la suite, hein, surtout, parce que ce qui compte maintenant, c'est le Giro. On a bien vu. On aura le pic de forme. Je pense qu'on va l'avoir sur les 10 premières étapes, à peu près. C'était mon calcul, hein. Je voulais en laisser une dizaine en deuxième semaine où les équipiers vont avoir le pic et où Nibali n'aura pas le pic, mais il sera bien soutenu en ayant peut-être pris la Maglia Rossa avant. Donc on va espérer. En tout cas, rien de perdu, puis c'est toujours sympa. Ouais, parce que je vise quand même quelque part, j'ose le dire. Je vise aussi le Tour de France, hein, pour Nibali, donc on va pas se priver. Tant qu'il n'y a pas de chute de notes, on va essayer de lui faire jouer les choses au maximum. Son année n'est pas mauvaise, surtout qu'il n'a pas encore eu de pic avant cet épisode. Mais il y a quelques deuxièmes places quand même qui finiraient limite par être un peu frustrantes, hein. Et puis finalement, seulement 2 petites victoires. Allez, on attend le Giro. Puis on va terminer avec un petit coucou à l'ami Stuyven, hein, sur Eschborn-Frankfurt. Alors, vous voyez, Stuyven, il est comme ses copains flandriens, Pedersen et compagnie. Ils sont tous vers les 90%, 89%, parce qu'en fait, j'ai bien fait chuter les courbes de forme exprès pour que ça se reconstitue et que ça arrive à un Tour de France à 100% quasiment du début à la fin. Du coup, j'ai accepté en fait en gros que la courbe descende un peu plus bas que d'habitude, en reposant 2 semaines au lieu d'une, juste après l'Amstel Gold Race, hein. Ce qui fait qu'il y a une chute de forme. Donc voilà, cette petite variante dans la manière de gérer les courbes de planification, les courbes de préparation forme, là vous voyez. Et du coup, on y va un peu en dilettante, hein, sur Eschborn-Frankfurt. Après, on a toujours, même quand on n'est pas sous pic,
on a toujours de très très bons coureurs, ce qui fait que on arrive à éventuellement exister dans une course qui est quand même promise aux sprinters. Hein. Celle-ci est vraiment promise aux sprinters. Mais comme je me suis amusé par le passé, là, dans la carrière, à gagner certaines courses pourtant promises à des sprinters, à les gagner avec Stuyven en échappée, je me dis, on sait jamais. Et puis là, vu la forme du jour, on peut éventuellement jouer pour Mats Pedersen, hein, qui est capable de prendre comme ça ce type de course au sprint. CF Gant Wevelgem dans la réalité il y a quelques temps. Donc, bah, à partir de là, oui, les petits faits d'armes là, c'était Kurn qui avait été pris en s'échappant. Je sais plus si c'était pas les 3 jours de Bruges-la-Panne aussi. Bref, on rejoint ici Van Barle et Wellens notamment. Mais regardez, du coup, hop, ça s'arrête de rouler. Ils ont tous peur de Stuyven. C'est pas grave, on va y aller différemment du coup. Sur cette toute fin, on va essayer avec Teuns de faire sortir Stuyven et de faire sortir Stuyven, n'importe quoi, de partir et derrière, voilà, de voir s'il n'y a pas une contre-attaque à opposer au moment où l'IA ne se méfie pas trop. Vous voyez, ça c'est le moment tangent où en approche de sprint, si vous placez l'accélération, le jeu sera quasiment en incapacité de vous reprendre. Je voulais le tester une nouvelle fois et ça fonctionne à chaque fois. Comme ça que Stuyven s'impose face à Wout van Aert, Trentin, Garcia Cortina et compagnie et compagnie. Voilà, ça fait un peu long. Je vous dis rendez-vous pour un Giro Profil 2012 dans pas très longtemps. Très bonne journée, fin de Giro IRL pour les uns, Vuelta et compagnie et compagnie. Profitons-en parce que le cyclisme, dans pas très longtemps, il n'y en aura plus du tout. Et pendant un certain temps, à mon avis, malheureusement. A plus, bye bye.